la passion. Vous pouviez aussi tout simplement je vais dire, vous pouvez de temps en temps à la maison faire des recettes de certains produits qu'on a mis la semaine passée. Donc, aujourd'hui, la question, c'est par rapport à la qualité alimentaire. Évidemment, avant de parler de la qualité alimentaire, donc, on va commencer par la qualité de façon générale déjà. Qu'est-ce qu'elle est? Parce que il y a ce qu'on connaît en fait en général sur des choses et il y a aussi ce qu'on ne connaît pas. J'ai arrêté la présentation, c'est pas un problème, je vais partager tout l'écran avec. Donc, maintenant, vous avez l'écran partagé? D'accord. Bon, je vais demander à Mariam Maïga si elle est là, au cas où il y a des mails de réflexion. Mais ce serait peut-être quand je fais la transition d'un diapo à un autre pour répondre aux questions. Et voilà, merci. Et je compte sur vous pour qu'on reçoive un temps d'échange sur tout. Donc, je disais qu'on va aborder la question de la technologie tout d'abord. Et j'ai essayé d'abord de façon très simple, on discute, c'est quoi d'abord la question de la qualité en général. C'est pas d'abord la qualité. De façon simple, pour que vous compreniez, c'est que on a une culture déjà, on a tendance à parler de la qualité dans les quotidiens, c'est un produit de bonne qualité. Et quand on parle de la qualité, la plupart du temps, on parle peut-être de caractéristiques intrinsèques de la chose. Parlant de ça, un exemple simple, si je veux parler que cette chemise est de bonne qualité, on va dire c'est fait de quelle matière, est-ce que c'est du coton, c'est quoi. Donc, on ne sait pas sur ces caractéristiques, on va dire que c'est de la qualité. Mais bon, ça va au-delà de ça, en vrai, parce que la qualité, c'est l'aptitude d'un produit à satisfaire les besoins, oui, le besoin du client. J'ai dit le besoin, mais en vrai, c'est les besoins, c'est beaucoup de besoins. Et ici, l'exemple qu'on a ici, par exemple, avec ce monsieur qui pense à un bol, il a besoin d'un bol, je ne sais pas, c'est peut-être pour prendre un café. Et puis, il commande, à la fin, il a ça, un bol qui est déjà défectué. Bon, c'est vraiment exagéré dans l'image. Mais voilà, il n'est pas satisfait, donc ce n'est pas un produit de qualité. Donc, ici, il a reçu ce qu'il attendait, il est satisfait. Donc, c'est un produit de qualité. Et ici aussi, par exemple, même chose, le monsieur, il veut toujours un bol. Et à la fin, il reçoit un bol qui est bien, mais qui n'a pas la manche. Du coup, supposons qu'il veut prendre du thé chaud et il aura chaud à la main, donc il n'est pas satisfait. Donc, par rapport à ici, même si c'est un bol qui n'est pas défectueux, en fait, il y a un aspect fonctionnel de la chose qui manque. Ce qui fait que, on va dire que ces produits-là ici aussi n'est pas du tout de qualité. La qualité, c'est j'essaie de parler de la qualité de façon générale avant d'entrer d'abord c'est quoi la qualité alimentaire. Parce que certaines des notions et plusieurs des notions qu'on a abordées ici dans le cours sont aussi applicables à d'autres domaines. L'exemple, c'est le cas de la valeur ajoutée dans n'importe quel autre domaine. Voilà, la valeur ajoutée s'applique. Et ici aussi, la qualité, ça s'applique dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines alimentaire, automobile, quelle que soit la spécialité, et la qualité est toujours la bienvenue. Donc, un produit qui est de qualité satisfera au fait aux besoins du consommateur, du client, et que ce soit des besoins exprimés ou non exprimés. Si quelqu'un vous demande, je ne sais pas, des chaussures, et tout, et vous faites comprendre qu'il a besoin de chaussures rouges, vous devez lui fournir des chaussures rouges qui soient capables, au fait, de supporter son poids et qui ne s'égalent pas très facilement. Parfois, il ne va pas vous dire tous les besoins. Parfois, même que lui n'est pas conscient de tous ses besoins. Et il est conscient, mais il n'est pas à mesure de vous exprimer. Donc, en tout cas, il faut comprendre que la qualité, c'est ça. C'est la capacité de satisfaire les besoins de façon efficace et voilà, efficiente en même temps. On va ajouter ça pour le plaisir. Maintenant, quelle serait la qualité dans les domaines alimentaires? S'il y a des gens brièvement qui viennent donner un avis
de c'est quoi la qualité à son avis dans le domaine alimentaire, au lieu que ce soit aussi la qualité de façon générale. Et puisqu'on vient de parler de la qualité, c'est l'aptitude d'un produit à satisfaire aux besoins des clients. Quelle serait la qualité dans un sens maintenant alimentaire? Je vais donner la parole à Maman Nassirou. Oui, monsieur Siméon, vous me recevez? Oui. D'accord. Pour ma part, je dirais que la qualité, alors, c'est un ensemble de process qui nous permet comment dire, c'est un ensemble de process qui nous permettent de fournir, autant pour moi, la phrase, le mot me manque en fait, qui permettent de fournir au client final, donc un certain nombre d'éléments à même à satisfaire son besoin. Et ces caractéristiques du produit final, elles peuvent être apparentes ou non apparentes. Ou bien ce sont des caractéristiques aussi chimiques. Le tout quand même dans l'objectif de satisfaire toujours les besoins insatiables, je dirais, de notre client. Maintenant, justement, tout en parlant toujours de la qualité, il existe, je pense, un certain nombre de normes qui sont suivies. Là, je pense à la norme, par exemple, ISO 9001, à d'autres normes aussi pour garantir la qualité, l'hygiène tout au long du processus de production de notre produit dans l'industrie agroalimentaire. Très bien, intéressant. C'est vrai que je n'avais pas pensé à mettre en avant le côté, l'ensemble du processus. Mais évidemment, la qualité est au fait assurée, voilà. Elle est assurée pendant l'ensemble du processus. Et c'est une notion plutôt très intéressante à ajouter. Et ici, par exemple, j'ai dit que c'est quoi la qualité dans le côté alimentaire. C'était ça la question, mais bon, j'ai défini d'une façon. Pour toi, c'est quoi la qualité? Je vais essayer qu'on lève la main. C'est pas la peine de vous décourager. Je vais revenir après le commentaire. Donc, on aura ici l'assurance de la qualité, ce que tu as dit. Quand il y a, dans une entreprise, on prend l'ensemble des procédures, des processus, des méthodes adoptées pour s'assurer que le produit obtenu à la fin sera un produit de qualité. Et ces ensembles des actions posées, au fait, sont d'une façon documentée, bien écrites et gardées en but, au fait, de satisfaire, mais et d'assurer aussi aux clients qu'on a pris les conditions et les mesures nécessaires afin de nous satisfaire en cas de besoin, surtout dans le cas de l'alimentation. Ça s'appelle même la diligence raisonnable. Je n'avais pas prévu d'aborder la question, mais peut-être que j'en parlerai demain. On va continuer et voilà. Je remarque qu'on parle, mais s'il y a quelqu'un qui veut ajouter, c'est quoi de son point de vue? Revenir sur la question. Et merci, maman, hein, je ne t'ai pas remercié. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter très brièvement, hein, 2 minutes comme oui, 1 minute, 2 minutes, c'est beaucoup. Donc, 1 minute comme oui, Ahamadou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je pense que la qualité, c'est l'ensemble des caractéristiques subjectives ou perçues d'un produit pour satisfaire ou répondre aux exigences d'un client. Bien. Dans le côté alimentaire, quelles seront ces caractéristiques? Ça peut dépendre parfois de la composition, le type d'emballage et puis la nature du produit. Très bien. OK, merci. Monsieur Djourou Niam Aziz. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, apparemment, là, il a un peu marché. Je peux dire que c'est l'ensemble qui englobe les aspects liés à la composition de l'aliment. Et puis, voilà, à sa sécurité sanitaire et son goût. Très bien. À sa sécurité sanitaire et à son goût. J'aime bien. Et aussi à la composition de l'aliment. Et merci, Baba, mais on va continuer, on va avancer sur cet aspect. Et merci. J'espère que voilà, on va l'occasion prochainement. Bien. Et on va aborder justement la question de la qualité au niveau de sécurité sanitaire. En vrai, c'est l'un des, j'ai envie de dire, la première chose peut-être qu'on va se dire, si on fournit un aliment à quelqu'un, la première question à se poser, ce ne serait pas est-ce que l'aliment d'abord va causer des problèmes au niveau de la santé au fait, à cette personne.
est-ce que cette personne pourrait avoir un problème de santé en consommant notre aliment. Donc, la qualité sanitaire, en fait, fait partie justement des besoins du consommateur, mais qui ne sont peut-être même pas estimés parce que le consommateur, à la fin, il part acheter de l'aliment. On est ici maintenant au niveau de la qualité alimentaire. Il part acheter de l'aliment pour se satisfaire. Au fait, il ne se doute pas que l'aliment peut lui causer des problèmes. En tout cas, ce n'est pas sa priorité du moment. Donc, c'est une caractéristique intrinsèque ou, voilà, du produit, de s'assurer que le produit en question n'est pas contaminé, soit de virus, soit de, bon, les virus sont bien schématisés ici, hein, soit des micro-organismes, quels qu'en soient, des biologiques ou même des produits chimiques qui soient toxiques pour lui. Donc, notre produit doit être il ne doit pas être contaminé en fait, par rien de tout ça. Donc, tous ces éléments qui peuvent être nocifs à l'aliment, au consommateur doivent être absents dans notre produit. Maintenant, ce que je pense que ça s'appelle Maman, je n'ai pas fait attention à son nom. En tout cas, ce qu'il a mentionné, Maman, c'est la partie facile de son nom. Et c'est, en fait, l'assurance de la qualité maintenant va être accentué sur plusieurs choses. Ce qu'il avait dit, par exemple, le système HACCP. C'est-à-dire dans le domaine agroalimentaire, j'ai envie de dire que c'est la chose basique du basique qu'on doit avoir si on veut dire qu'on est une entreprise agroalimentaire. La chose basique du basique. Donc, ce serait le système HACCP, qui est au fait une analyse. D'abord, voilà, une analyse par rapport à chaque danger. On va analyser le risque que ces dangers impliquent, en fait, et tout au long du processus, et essayer de voir à quelle étape du processus ces dangers sont éliminés. Et parfois, quand on détermine cette étape du processus auquel ces dangers sont censés être éliminés, on va appeler cette étape-là le point critique. Et parfois, ce point est bien documenté. Si c'est par exemple la stérilisation, on va bien s'assurer que chaque fois la température a été respectée lors de la stérilisation. Parfois même dans les cas de certains produits qui sont conservés froid. Donc, c'est un point critique. Il doit y avoir un enregistrement en fait de toute au fait, je vais dire de la température pendant tout le temps. Ça veut dire qu'on va avoir un enregistrement à tout moment de la température de la pièce où les aliments sont gardés, parce que c'est un point critique. Ça fait partie. Ce sera ce qu'on appelle même une preuve, au cas où on va dire que notre aliment a causé un problème et que nous on dit non, on a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher notre aliment de causer des problèmes et que voilà, on nous demande des preuves. On pourrait dire voilà, voici, l'aliment est passé ici, mais la température est restée sous, je ne sais pas, 4 degrés pendant tout le temps nécessaire de passer ici, ou bien même à moins 20 degrés Celsius pendant tout le temps. L'aliment n'a pas pu être contaminé ou des micro-organismes n'ont pas pu se développer dans notre aliment. C'est ici un peu une méthode de gestion, le CMHCP, qui permet de réduire le risque en fait. Voilà. On va dire éliminer le risque, je trouve que c'est trop prétentieux. Donc, de réduire le risque de contamination. Et cela, on va. Donc, c'est ce que je disais, c'est un peu ce qu'on va appeler l'assurance de la qualité, l'ensemble des méthodes prises. Bon, évidemment, il y a aussi ce qu'on va appeler le contrôle qualité. Donc, peut-être on l'abordera avant, après, par la suite. Et donc, aussi, ça fait partie parfois, les produits finis peuvent être contrôlés pour s'assurer qu'il n'est pas contaminé des micro-organismes. D'ailleurs, pour certains produits, voilà. La loi exige que des tests soient faits après. Et parlant des lois, on va aborder, au fait, pour assurer la qualité, la sécurité sanitaire, c'est aussi quelque chose qui est réglementé quoi, dans la plupart des lois. J'ai mis au niveau des normes que c'est facultatif, parce qu'après, ce n'est pas obligatoire pour une entreprise de se faire certifier. Si on veut ISO 9001 ou ISO 22000, qui est des cas appliqués au fait, dans le domaine alimentaire. Et de l'autre côté aussi, dans les cadres toujours de l'assurance de la qualité, la traçabilité de la qualité sanitaire, la traçabilité est un élément important au fait à mentionner. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé du codex alimentaire, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on va juste aborder juste après, c'est effectivement. Donc, et c'est un peu, je vais dire, donner au niveau de la qualité sanitaire, le système HACCP, la traçabilité et la légalité comme 3 éléments fondamentaux à ne pas manquer. Et
j'aurais aimé personnellement entrer dans les détails par rapport au système HCCP, même au niveau de la traçabilité. Mais bon, on va avancer peut-être. Voilà, j'ai essayé de mentionner ici ce qu'on va appeler les documents parce que c'est pour que vous dites que vous voulez peut-être, vous aussi, peut-être, je ne sais pas, quel moyen ça peut arriver, peut-être que vous voulez travailler dans les domaines, même si je pense que on verra. Si vous voulez travailler dans le domaine, vous êtes bienvenus. Les textes réglementaires applicables, par exemple, pour chaque type d'aliment, bon, dans le cadre de l'Union européenne, on a le paquet d'hygiène, un ensemble de cinq réglementations qui réglementent un peu dans tout l'espace de l'Union européenne, tout ce qui concerne l'alimentation, que ce soit l'aliment pour les hommes et pour les animaux. Même après, hein, il y a aussi d'autres règlements qui sont sous des autres règlements, leur application, qui vont être les directives, voilà, qui vont aussi compléter, même l'aspect produits chimiques, les analyses à faire, les limites à ne pas dépasser, que ce soit les pesticides. D'ailleurs, sur la question, vous verrez, au fait, quand on va arriver au niveau de la qualité sanitaire, on est obligé de parler de la loi parce qu'il y a ce qu'on appelle, au fait, les fonctions régaliennes d'un État. Un État a pour obligation, au fait, d'assurer la sécurité de sa population. Et assurer la sécurité de la population, évidemment, directement, les gens vont penser à l'armée qui assure la sécurité, mais parmi les choses à assurer au niveau de la sécurité aussi, il y a l'alimentation de la population. Donc, c'est pourquoi les aliments qui sont consommés dans un pays sont réglementés, comment les aliments doivent être faits pour assurer que la population est en bonne santé. Du coup, en parlant de la qualité sanitaire, ça devient une obligation pour quelqu'un qui est dans le domaine agroalimentaire ou pour quelqu'un qui veut entreprendre dans le domaine agroalimentaire de comprendre qu'il doit assurer au fait d'être légal. Et pour être légal, il faut justement penser à l'aspect qualité sanitaire des aliments ici. Donc, et je pense avoir compris pourquoi, avoir expliqué hein, et de façon claire pourquoi. Et ici, on parle de qualité sanitaire et on a l'intervention des réglementations, en fait, qui, au fait, finalement, nous aident à savoir jusqu'où on va aller parce que l'État prend aussi le nécessaire pour assurer la sécurité. Donc, il oblige les entreprises à respecter certaines normes, en fait, qui assurent la santé. Donc, d'une part, en général, si on respecte en fait ces éléments, on s'en sort. Et aussi le codex alimentarius, il est vraiment d'une façon internationale pour tout le monde et pour n'importe quel pays. En fait, ce sont des lignes directrices et des recommandations, en fait, même pour les entreprises, parfois même pour l'État hein, dans sa politique, pour pouvoir assurer en fait une certaine sécurité sanitaire. Donc, du coup, si vous voulez vous documenter ce qu'il a mentionné sur le codex alimentarius, ou bien même, j'ai mentionné le nom comme ça, les paquets d'hygiène de l'UE, ou bien même la loi 2708 au Maroc, c'est comme ça que ça s'appelle. J'étais surpris que tu ne l'aies pas écrit. Donc, désolé, je pensais que c'était là, en tout cas. La loi 2708, puisque nous, au Maroc, je suis au Maroc, voilà. J'avais écrit pour le Maroc. Parce que je fouille pour le Mali, je n'ai pas trouvé. Donc, peut-être que c'est bon, mais je n'ai pas encore l'information. Donc, la loi 2708 et du Maroc, en fait, qui est une loi qui fixe en fait les bases de tout ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments et après les décrets et les arrêtés qui sortent pour donner des détails dans ce sens-là. Et donc, en fait, ce sont des sources de référence que si vous voulez assurer la sécurité sanitaire des aliments, vous pouvez suivre. Mais évidemment, hein, ce que je suis en train de mentionner ici, par exemple, au niveau des textes réglementaires, par exemple, la loi oblige au fait qu'une entreprise qui coopère sur un territoire puisse respecter, avoir mis en place le système HACCP même, afin d'avoir, au fait, ce qu'on appelle l'agrément sanitaire dans le cadre du Maroc. Donc, cela est obligatoire. Et de l'autre côté, ce que je voulais dire, vous voyez, quand on parle de loi, ça peut être quelque chose de compliqué à aller lire les textes réglementaires, essayer de les appliquer pour comprendre. C'est pourquoi j'ai voulu ici, par exemple, vous donner peut-être une voie plus facile pour ceux qui sont dans le domaine. C'est les guides des bonnes pratiques. Et
Parfois, c'est même élaboré aussi par les autorités compétentes de l'État. Parfois, c'est juste des associations ou des professionnels du domaine qui les réalisent. Les guides de bonnes pratiques vont intégrer, en fait, de façon vraiment détaillée pour chaque secteur. Il y a un guide de bonnes pratiques qui permet aussi non seulement d'assurer la sécurité sanitaire au niveau de l'alimentation, mais aussi, par exemple, d'assurer en fait, le respect des réglementations du pays dans lequel ce guide de bonnes pratiques a été réalisé. Voilà, il faut aller dans ce sens aussi. Si je prends un guide de bonnes pratiques du Maroc, pour l'appliquer, je ne sais pas, dans un pays de l'Union européenne, ça peut ne pas marcher. Même si dans le fond, bon, les réglementations se ressemblent. Elles sont très proches. Mais voilà, ça peut facilement marcher là-bas. Mais bon, dans un autre pays comme les États-Unis, ça peut ne pas marcher. Et voilà, parce que le guide des bonnes pratiques, en fait, est un guide qui est bien détaillé, qui est clair. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans le domaine ou si vous voulez avancer, voilà, ce sont des cas. Ici, je donne un peu de documents, de méthodes, d'approche, en fait, à la chose, que ce ne soit pas abstrait, c'est le mot. Ainsi, en fait, la qualité sanitaire serait juste que l'aliment qu'on fournit à notre client, voilà, consommateur, que cet aliment-là soit, en fait, soit, quel est le mot, en fait, qui genre, j'ai perdu le terme, qu'il n'y ait pas de contamination alimentaire, c'est obligé de simplifier ma phrase, qu'il n'y ait pas de contamination, en fait, que ce soit des micro-organismes, que ce soit voilà, de produits chimiques, aucune dose même, qui sont aussi les additifs alimentaires qui sont là, qu'aucune dose ne dépasse aussi par rapport à ce côté. Et voilà, j'expliquais un peu que cela est d'une part obligatoire parce que l'État ne laissera pas des aliments qui sont contaminés sur le marché. Donc, ils vous exigeront, si vous voulez entreprendre dans le domaine, même les restaurants, un minimum d'hygiène. Et je vous ai dit que ça peut être compliqué après pour vous de vous dire que vous allez parcourir tous les paquets d'hygiène ou suivre le codex alimentaire si vous n'êtes pas un professionnel, je ne sais pas. Voilà, un ingénieur chez Boumi qui veut impressionner ou bien qui réalise de grandes prouesses. Mais si vous êtes dans le domaine et que vous voulez avancer tranquille, bon, il y a les guides de bonnes pratiques qui résument bien, en fait, qui tient compte de tout ce qui est réglementaire et même de bonnes pratiques, des mesures à suivre pour assurer une bonne sécurité. Et ces guides de bonnes pratiques sont, voilà, présents pour chaque secteur. Si vous êtes dans la restauration, si vous êtes dans, je ne sais pas, dans l'épicerie, qu'est-ce que je veux dire, dans la boulangerie, si vous êtes au niveau de la charcuterie, quel que soit le secteur, vous allez trouver un guide de bonnes pratiques, en fait, à ce niveau. Et parfois, c'est réalisé par des professionnels, parfois même validé par les autorités compétentes de l'État. En fait, c'est un document très valable et applicable. Voilà, vous pouvez les parcourir. Peut-être que j'aurais voulu présenter des guides de bonnes pratiques ici, comme le cas de bonnes pratiques ici, appliquées au niveau du secteur de la pêche, que j'ai utilisé beaucoup. Mais voilà, je n'ai pas trouvé la méthode. J'ai trouvé que ça allait très, très lourd à présenter. Je n'ai pas trouvé la stratégie en tout cas. Mais l'objectif, c'est de comprendre l'approche. Voilà. Et de l'autre côté, on a les normes comme ISO 22000. Parlant de qualité sanitaire, je trouve que c'est la norme qui intervient le plus parce qu'elle c'est un peu une combinaison de la norme ISO 9001 avec l'intégration du système HACCP, comme si on est dans le cas de l'alimentation. C'est parfois la sécurité sanitaire et l'un des critères primordiaux, en fait, qui est non négligeable. Bon, après, il y a des normes privées, BRC, IFES. Pourquoi je dis privé? Parce que dans le fond, je trouve qu'ils ont vraiment une part de privé. Je vais pas en parler. Donc, on continue. Et est-ce qu'il y a des questions sur la question ou les subjections? Des ajouts? Comme Baba a une question. Oui, comment? Oui, j'ai remarqué
sur la diapo précédente, il y avait un truc de traçabilité. Vous n'avez pas souligné sur ce point. D'accord. Bon, je n'ai pas duré, mais la traçabilité aussi, hein, elle est incluse. C'est vrai que je n'ai pas trop insisté dessus, mais voilà, il s'agit d'une façon, la documentation que je disais, quand on a assuré la sécurité sanitaire, on suit au fait le trajet de notre aliment parfois depuis les gens aiment dire de la fourge à la fourchette. Ça veut dire que depuis le jour qu'on l'a sémé pour récolter le sol où il a été sémé, voilà, parfois même l'historique du sol, tout, jusqu'à l'achète et que tu le prends et le mets dans la fourchette, en bref. Donc, tout le trajet de notre aliment est suivi et enregistré dans un système de traçabilité d'automatation. Donc, parfois, les barils que vous voyez sur les aliments sont là justement pour facilement avoir accès à toutes ces informations. Et donc, en bref, à quoi ça sert? Donc, ça permet d'assurer au fait la sécurité. S'il y a un lot d'aliments qui est contaminé, on peut facilement chercher aussi la source et peut-être éliminer sur le marché ou faire un rappel. Voilà, c'est le mot à rappeler les aliments ou faire un retrait, ça dépend des cas. Donc, sur le marché de tous ces produits-là. Donc, c'est une méthode aussi. Comme je dis, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'assurance de la qualité. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi obligé au niveau de la réglementation, quelque chose qui est aussi indiqué, en fait, quand vous êtes dans les côtés des guides de bonne pratique. Vous trouverez, il vous donnera tous ces détails, comment assurer une bonne traçabilité au niveau de votre, voilà, unité de production ou de vente. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? C'était un point intéressant à souligner. Je pense que je l'avais oublié. Bien. Donc, nous allons avancer. Et l'autre côté aussi, c'est que en général, quand on parle de la qualité, on ne doit pas oublier un autre point, c'est la qualité technologique. Et évidemment, pour ce cas, c'est un peu délicat parce que pour le consommateur, ça peut ne pas être très intéressant. Et puis, je crois que je n'ai pas écrit voilà, la définition comme les autres cas. Mais bon, je vais vous dire, d'une façon simple, on pourrait définir la qualité technologique comme l'aptitude d'un produit à être transformé. Le fait que le produit soit transformable. Donc, ici, on va supposer que le client, c'est une entreprise qui vient acheter, par exemple, de la viande pour la transformer en saucisse ou en jambon, j'ai aucune idée, en steak haché. Donc, pour lui, au fait, la viande qu'il va acheter doit être une viande transformable. Ce n'est pas toute viande qu'on pourrait prendre et dire que voilà, tu veux transformer. Donc, la qualité technologique, en fait, va être un peu une mesure au niveau des caractéristiques physico-chimiques, voilà, les caractéristiques physico-chimiques de notre aliment. Et en bref, c'est le pH, mesurer l'acidité du cas de la viande. J'essaie de donner un peu les marges pour une viande qui a suivi une très bonne procédure de maturation. Parce que pour nous, une viande, c'est juste tuer un animal, mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. Et c'est un processus même un peu plus compliqué que je n'ai pas voulu l'aborder la fois passée. Et il y a aussi la capacité de rétention de l'eau de la viande. En fait, c'est un peu une pression, on applique une pression, on voit jusqu'à où l'eau qui est dans la viande ne s'échappe pas. Et il y a la couleur de la viande, les lipides présents en fait. Lipides, on parle de la matière grasse ici, qui est présente dans la viande plutôt. Donc, toutes ces caractéristiques pourraient influencer, en fait, ou influenceraient le goût. Donc, j'essaie le pH, les lipides présents. Et après, voilà, la capacité de rétention d'eau, la couleur de la viande, aussi la tendreté de la viande. Si c'est une viande dure ou un peu plus tendre, ça dépend en fait de ce qu'on appelle le taux de collagène, mais vous pouvez ignorer cette information.
Et donc, du coup, c'est un peu ces caractéristiques physico-chimiques qui nous permettront de savoir si cette viande que nous voulons utiliser sera une viande utilisable pour notre processus de transformation. Donc, ça s'appelle la qualité technologique et ça influera évidemment sur le produit final obtenu. Donc, ce qui implique évidemment les clients indirectement qui veulent peut-être une viande hachée de très bonne qualité, un jambon top ou une saucisse bien. Donc, ou même parfois pour l'entreprise, pour ne pas essuyer des pertes, si la viande n'est pas capable de retenir de l'eau, on ne va pas sortir de l'eau. Et ou bien on pourrait perdre aussi. En tout cas, cette qualité technologique influencera surtout, même ça pourrait aussi, si voilà, elle marche bien, c'est elle qui donnera, peut-être permettra aussi d'avoir ce qu'on va voir par la suite, la qualité et organoleptique, je l'ai vu dans le chat, qui est aussi un élément de qualité qu'on abordera par ici. Donc, c'est un peu ces côtés, j'ai parlé du cas de la viande. L'exemple est là aussi pour le fruit, quoi. Je n'ai pas voulu mentionner parce que pour le fruit, ça dépend d'un fruit à un autre. Je n'ai pas voulu mentionner un tableau comme ça avec les paramètres. Voilà, il y a les taux de sucre présents dans le fruit, l'acidité du fruit, l'attrait visuel, la fermeté, en fait, et tous ces paramètres-là changeront d'un fruit à un autre. Et mais c'est sur la base aussi de ces paramètres qu'on pourrait savoir. Je ne dis pas paramètres, mais en fait, ce sont les paramètres. C'est les paramètres physico-chimiques, oui. Donc, on pourrait définir si c'est. On pourrait transformer cette viande en confiture, jus, cuit. Ici, les produits sont simplement choisis au hasard. Mais c'est un peu pour expliquer la notion de qualité technologique. Et du coup, pour une unité de transformation agroalimentaire, ces tests sont plus généralement faits au début, au fait, à la réception de la matière première. Bon, l'exemple aussi ici, c'est avec le lait, en fait. Même chose, hein, la matière grasse. Si tu veux faire, par exemple, du beurre qui est essentiellement basé sur la matière grasse du lait et que tu reçois un beurre qui ne contient pas assez de matière grasse, tu es sûr de perdre, en fait, dans le processus et de ne pas essuyer les gains. Et peut-être même que la matière grasse, le beurre que tu obtiendras ne sera pas de très bonne qualité. Bon, la présence des micro-organismes, les micro-organismes se sont développés, peut-être qu'ils ont déjà dégagé certaines substances, on va dire comme ça, dans le lait qui peuvent influencer d'une part le goût, même le pH, qui peut devenir un peu plus bas, plus élevé, même si j'ai jamais vu le cas en fait. Donc, il y a aussi la stabilité thermique. Peut-être demander ici les parcours du lait hein, pour savoir à quelle température a toujours été le lait et depuis la sortie jusqu'à cheveux en fait. Et les taux de protéines l'essentiel, c'est plutôt les caséines, parfois aussi, qui doivent avoir un certain taux et qui influencent, par exemple, pour la formation du fromage et qui influencent beaucoup. Donc ici, c'est un peu pour vous illustrer hein, dans la pratique, c'est quoi la qualité technologique. Je vais reprendre, c'est l'aptitude de notre produit à être transformé à un autre produit fini. Et donc, à ces niveaux quand même, des gens qui s'occupent et qui s'assurent que cette qualité est généralement, voilà, ce sont les entreprises dans les domaines. Et même le pain, hein, quand vous achetez, c'est pas qu'il y a d'autres qui font le pain à la maison. Même la farine du pain doit respecter aussi, voilà, les teneurs en protéines, le gluten. Je ne sais pas si je devrais parler de gluten. Et la force boulangère, l'indice de chute, l'humidité de notre farine, mais ici, pas que la farine, c'est plutôt beaucoup plus de notre pâte, après avoir réalisé la pâte. Par exemple, l'indice de chute, on dépose parfois un métal, hein, on le dépose sur le produit, et la farine, et on essaye de voir pendant combien de temps il va se submerger au fond. Ça influencera et permettra d'avoir une idée, en fait, si la farine déjà et tient très bon. En bref, c'est pour vérifier s'il n'y a pas eu des enzymes qui ont dégradé déjà les polymères qu'on a là-bas, en particulier la maison. Donc, tous ces paramètres permettront dans ce cas aussi de savoir si on aura voilà, du bon pain ou du bon croissant à la fin ou pas. Et
de l'autre côté aussi, en changeant ces paramètres, en fait, on pourrait obtenir d'autres types de produits parce que ces paramètres qui sont efficaces pour le pain, ils ne sont pas pour la viande n'est pas efficace, en tout cas pour certains types de gâteaux. Donc, ça dépend du produit visé à la fin. Donc, après la qualité, je vais revenir. Après la qualité technologique, on doit revenir sur la qualité organoleptique et nutritionnelle. Mais je voulais savoir si vous aviez des questions au niveau de la qualité technologique ou si vous avez des ajouts. Il n'y a pas de questions, c'est clair? Oui, oui, monsieur, c'est bon. Merci. Il y a monsieur Moustapha qui dit, vous avez parlé des textes réglementaires applicables en Europe. N'y a-t-il pas de textes réglementaires applicables en Afrique? Bien. Bon, par exemple, dans le cas du Maroc, il y en a. D'ailleurs, j'ai été surpris vraiment dans mon diapo de voir que je ne l'avais pas marqué. Je l'ai vraiment omis. Parce que j'avais prévu de parler de la loi 2807. Et voilà, et après tout, c'est dérivé, les décrets qui suivent. C'est vraiment un ensemble de textes très vaste. J'aurais un peu beaucoup de mal à le présenter aussi, disons, pour le cas du Maroc, sinon. Il y a des textes effectivement applicables qui soient le Maroc. J'ai vu aussi le cas de certains pays comme la Tunisie, en tout cas les pays du Maghreb ici. Sans mentir, il m'est déjà arrivé de chercher pour le Mali, mais je n'ai pas trouvé, sincèrement. Et je ne sais pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que si tu ne trouves pas quelque chose, en fait, c'est difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Peut-être que tu n'as juste pas trouvé. Donc, je ne peux pas dire grand-chose. Pour certains pays africains, on se base tout simplement sur le Codex Alimentarius, au fait qu'il y ait une recommandation globale internationale, en fait. Et en vrai, puisqu'on en parle, c'est aussi des leviers politiques, parce que si vous n'avez pas un texte réglementaire par rapport à assurer la sécurité sanitaire des aliments, n'importe quel aliment peut rentrer dans votre pays. C'est pas très intéressant. Parfois, des aliments refusés dans certains pays peuvent être vendus chez nous parce que la réglementation n'est pas là pour interdire. Et voilà, ça peut avoir des effets de santé négatifs aussi, mais aussi économiques, parce que si un produit que tu n'as pas le droit de vendre chez toi, tu l'amènes chez nous pour le vendre, ça veut dire que chez toi, tu devais le jeter. Mais puisque tu l'amènes dans notre marché, tu vas le vendre très, très moins cher. Donc, les entreprises sur place ne pourront pas te concurrencer. Donc, c'est un peu des exemples de cas comme ça, en fait, qui montrent que l'État, parfois, voilà, j'espère que je fais pas la politique, devrait avoir au fait des réglementations sur place, au fait pour assurer d'une part la sécurité sanitaire des aliments, mais parfois aussi ça permet de protéger ces entreprises sur place. Mais je n'ai pas vu trop de cas, sincèrement. Pour le Mali, j'ai vraiment pris le temps de chercher. J'ai vu beaucoup de choses, des réglementations sur l'environnement au Mali, mais vraiment pas grand-chose sur les aliments. Donc, peut-être que je n'ai pas cherché aussi au bon endroit, je le répète. Donc, j'ai un ami qui travaille au Mali, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, il s'appelle Issa. S'il était là, je vais lui demander si sur place, puisqu'il est là-bas, il a pu trouver. Mais je l'avais vu ici, la science facile, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il est là. Donc, et du coup, voilà, je ne peux pas dire. Et si j'ai cité le cas de l'Union européenne, parce que c'est facile à chercher. Et parfois, par exemple, le paquet d'hygiène de l'Union européenne,
J'ai lu les deux réglementations du Maroc, pas tout, mais une grande partie du Maroc et de l'Union européenne. Parfois, les phrases sont presque les mêmes. Pour vous dire que ça n'est pas, pas les mêmes choses. Donc, le contenu et les orientations sont vraiment similaires. Du coup, voilà, je pense que c'est pourquoi je l'ai cité, les paquets d'hygiène. Si vous marquez ça, vous allez avoir accès à un ensemble de réglementations. C'est plus facile pour vous aussi. Même si je pense que je vous encouragerais à avoir aussi les guides des bonnes pratiques qui sont vraiment faciles à lire et très pratiques et adaptées. Mais voilà, si ça vous arrive d'avoir à faire ce qu'on appelle la veille réglementaire, ce sera quelque chose évidemment à avoir. La veille réglementaire, voilà. Bien, il n'y a pas une autre question? Bien, merci. On va continuer avec la prochaine étape. Ici, j'aborde la question de la qualité nutritionnelle et la qualité organoleptique. Voilà, je disais que je vais juste quelqu'un en parler au niveau du chat. Bon, au niveau des nutriments, je ne sais pas, je n'ai pas voulu trop entrer au niveau de la qualité nutritionnelle. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que c'est la prochaine, normalement, qui est la dernière séance aussi. On est censé aborder la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, c'est un point que je compte beaucoup aborder. Maintenant, au niveau du point qualité nutritionnelle, je veux voir ça du point de vue d'une entreprise, voilà, qui doit fournir des produits, ou du point de vue de quelqu'un qui a une entreprise, qui sait que son entreprise doit fournir des produits, parce que je ne vais pas tous vous traiter comme des gens qui vont travailler dans le domaine. Il y a des gens qui vont juste entreprendre, chose que je les encourage à faire. Donc, ce serait au fait de s'assurer que les process qu'on suit, ou bien les méthodes qu'on suit pour traiter notre aliment, permet d'assurer au fait une très bonne qualité du point de vue nutritionnel, que les nutriments ne sont pas dégradés. Peut-être des choses que vous voyez, par exemple, simplement, je vais donner par exemple l'exemple du lait. Voilà, le lait, par exemple, quand vous partez acheter le lait, c'est toujours dans un emballage qui n'est pas transparent, un emballage opaque. Vous voyez, si le lait est dans une bouteille parfois toute blanche comme ça, à l'air libre, quand vous passez, c'est très beau. Mais en vrai, question de qualité nutritionnelle, c'est pas intéressant parce que il y a des vitamines qui sont sensibles à la lumière, qui sont dégradées. Donc, c'est un exemple simple au fait que le fait, par exemple, d'acheter un lait qui est dans un emballage très transparent, tu vois du lait dans une bouteille, c'est très beau, ça t'attire. Mais nutritionnellement parlant, c'est risqué parce que tu peux boire du lait, mais en matière de vitamines, tout ce qui est dans le lait qui est censé être intéressant, tu ne vas pas avoir grand-chose parce que la plupart des nutriments ont été détruits par la lumière. Parce que certaines vitamines, on dit qu'ils sont photosensibles. Donc, et ils sont sensibles à la lumière qui les dégrade. Un exemple un peu comme ça, et pour expliquer l'aspect qualité nutritionnelle. Donc, par exemple, c'est à cause de ces facteurs, j'ai remarqué en tout cas, la plupart des entreprises des laits que j'achète ici, vous allez voir que c'est dans des emballages opaques qui ne sont pas du tout transparents à la lumière. Donc, c'est une méthode pour assurer ça. Et de l'autre côté, donc, ça permet de conserver certains nutriments, vitamines. Et donc, c'est une méthode globale. Donc, de l'autre côté, un aliment, ça doit apporter l'aspect énergétique, un équilibre. Bon, je ne vais pas exagérer en matière j'imagine en matière d'apports caloriques et aussi des nutriments, au fait, des vitamines qui sont intéressants. Et dans le processus global, c'est un point, au fait, qui doit être pris en charge. Et avant de passer à ce que je vais appeler la qualité organoleptique, est-ce que vous avez des questions?
Bien, je pense que c'est assez clair. J'avais prévu de beaucoup discuter avec vous, mais comme la semaine passée, il y avait beaucoup de discussions et que je n'avais pas fini mon diapo même. Aujourd'hui, j'ai allégé le diapo, mais je vais finir plus tôt avant l'heure. Je suis un peu surpris. Mais bon, ça dépend des thématiques. Et après, bon, le côté maintenant organoleptique, je ne sais pas si je ne vais pas trop l'aborder. Voilà, comme d'habitude, ça dépend ça dépend au fait aussi de l'aliment qu'on a en cuisson, l'odeur de l'aliment, l'arôme, la saveur, le goût dans la bouche, la texture quand on touche, l'apparence, parfois même les sensations thermiques, si l'aliment est un peu chaud, froid, tous ces éléments en fait influencent et ça fait partie des qualités organoleptiques que normalement, on pourrait dire une entreprise devrait essayer de tenir compte. Et une entreprise devrait essayer de tenir compte de ces différents éléments-là. Et comment, je ne sais pas particulièrement par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de compliqué qui dépendra au fait d'une grande partie un peu de la formule, de la recette, des formulations que l'entreprise a eu à faire s'ils ont un laboratoire de recherche et développement chez eux, au fait, pour leurs produits et pour l'obtenir. Donc, ce sont des choses à préserver. Et après, les caractéristiques organoleptiques aussi peuvent être détruites par les micro-organismes. Parfois, on parle de contamination par les micro-organismes, toujours dans le côté santé pour la population. Mais en général, la plupart des micro-organismes qui contaminent les aliments, parfois, ne sont pas pathogènes. Mais ils vont détruire le goût de l'aliment, la texture, ils vont manger le nutriment à la place du consommateur. En bref, ils vont libérer d'autres produits, peut-être qui peuvent être aussi nocifs ou même pas, mais qui sont quand même, qui vont gâter la nourriture. Donc, et l'ensemble des processus finalement qu'on va suivre pour assurer la qualité, c'est aussi le processus aussi pour assurer non seulement la qualité sanitaire du produit, la qualité, aspect sécurité sanitaire de notre aliment, mais aussi la qualité organoleptique au niveau du goût. Parce qu'en laissant libre accès, surtout par exemple le champignon, ils vont prendre un fruit, s'il est contaminé par un champignon, il va directement dégrader le fruit, la peau deviendra molle, il va pénétrer, se multiplier, changer de goût, en fait. Bon, peut-être finalement, au bout d'un certain moment, il va commencer à libérer des toxines. Ça dépend de l'espèce. Donc, en bref, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions, je vais vous libérer après une heure de cours au lieu de 1h30. Mais c'est un peu sur la question de la qualité nutritionnelle, la qualité de façon générale alimentaire. Je vais prévu d'aborder avec vous ces différents aspects, commençant par la qualité sanitaire, technologique, nutritionnelle et organoleptique. Évidemment, il y a d'autres aspects de qualité que j'aurais pu aborder si je savais que je vais avoir assez de temps. Donc, je vais essayer d'en parler brièvement. Je vais essayer d'en parler brièvement avant de revenir. L'un aussi des points qu'on aurait pu parler aussi, c'est un peu, je n'ai pas parlé des normes assez. En fait, parce que je ne sais pas les gens avec qui je parle, ils sont de quel niveau, donc j'essaye de rester basique pour ne pas perdre. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore intégrés. Mais il y a aussi la qualité aspect environnemental et éthique, et même aussi bio, qui sont dans cette partie facultative. Ça dépend aussi, si vous voulez vendre dans le sens de vos produits. Vous pouvez produire des aliments qui respectent en fait une certaine éthique, où on va dire que durant tout le processus, et ce que je suis en train de dire cette fois aussi, est général pour n'importe quel autre domaine, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, dans n'importe quel autre domaine. Bon, bio, c'est pas voilà pour tous, mais l'éthique
et l'environnement, assurer que durant tout notre processus, on a respecté l'environnement, on a veillé au fait à ne pas libérer des produits toxiques dans l'environnement, on a veillé à ne pas utiliser trop les ressources de l'environnement, minimiser notre utilisation en eau, en énergie. Au fait, tout cela, au fait, c'est un genre de qualité aussi que les entreprises vont vendre. C'est un peu l'éthique même qu'on a respecté. Et bon, je viens de parler de l'environnement. Mais aussi maintenant, aspect éthique qu'on a respecté, au fait, les employés dans l'entreprise qui sont bien traités. Il y a des gens qui vont s'intéresser à tout ça pour s'assurer. Et après cet aspect, ça peut être aussi qu'on n'a pas fait travailler des enfants au niveau de notre processus, que les animaux, s'il y a eu une utilisation, on les a respectés, qu'on a respecté les droits des animaux. En bref, pour vous dire que la qualité, ça peut prendre plusieurs aspects. Donc, pour certains clients aussi, c'est un besoin pour eux de s'assurer que quand ils mangent un produit, le produit n'a pas été fabriqué au fait en ayant des effets, en ayant causé du tort, par exemple, soit à l'environnement ou à d'autres personnes, ou même à des animaux qui ont été bien traités ou maltraités. Si les animaux ont été maltraités, donc les produits, même s'il a toutes les caractéristiques, je veux dire, sanitaires, nutritionnelles et organoleptiques pour le consommateur, c'est pas un produit de qualité. Donc, c'est aussi des choses. Finalement, quand on vient aussi au niveau des normes, quelque chose que je ne vais pas aussi détailler, et au niveau des normes aussi, ça va dans le sens d'une preuve. Voilà. Ça qui vient que je te dis que dans mon entreprise, nous, on fait ça, on assure vraiment toutes les méthodes, on applique tout pour s'assurer qu'on vous offre un produit de bonne qualité. En fait. Et n'importe qui peut lui dire, maintenant, donne-moi au fait un certificat, et soit certifié par une norme, par exemple comme ISO 22000, je ne sais pas qui se prennent pour qui. Donc, ils vont dire, voilà, bon, on a certifié telle personne, il respecte bien tout ce qu'il nous a dit. Donc, en matière de sécurité sanitaire, en matière de qualité, il respecte. Et donc, ça devient, voilà, une preuve, une méthode d'avance. Et même chose aussi pour les normes comme les BRC, les normes comme PROPES. C'est un genre de certification, en fait, de confirmation que vous avez respecté les normes. Donc, du coup, une entreprise peut être très bien aussi en bon état, il n'est pas avoir de normes, mais ça lui empêcherait parfois d'avoir accès à certains marchés. En tout cas, au niveau des normes, c'est un peu du business. Voilà, soyons clairs. L'objectif, c'est d'avoir une bonne image et de prouver au fait qu'on suit bien, qu'on travaille dans les règles de l'art, qu'on suit des exigences très, très strictes en fait, pour vous assurer la meilleure sécurité sanitaire. Parce que si normalement la loi vous oblige, vous autorise à vendre des produits, ça veut dire que vous respectez le minimum. Mais quand vous présentez les normes, ça veut dire que vous êtes vraiment exigeant, appliqué sur la question. Donc, c'est une preuve parfois aussi pour avoir accès à certains marchés, que ce soit internationaux ou autrement. Donc, je pense que j'ai un peu assuré, expliqué ces différents concepts. Peut-être que l'autre côté serait, j'aurais pu entrer dans les détails au niveau des normes, mais je ne sais pas si je veux le faire. À moins que vous ayez des questions dans le chat sur certaines normes, on pourrait en discuter, si j'ai encore la main, parce que c'est un moment que je les ai plus utilisées certaines. Vous avez des questions? Monsieur Golita? Oui. Au cours de votre explication, il y avait une main levée. Komna Baba, avez-vous toujours une question? Ah, bon, il avait dit que si on avait d'ajout, quoi. Donc, je voulais parler, est-ce qu'il pouvait nous parler un peu de Nutri-Score parce qu'il a abordé la qualité nutritionnelle. Et souvent, il arrive que sur les marchés, en fait, les clients, donc, certains n'ont pas étudié, donc ils ont de la difficulté à pouvoir déchiffrer la qualité donc, des aliments qui sont sur les marchés. Donc, c'est en quelque sorte ça, en fait. Tu vas m'excuser et reprendre la question parce que je ne l'ai vraiment pas compris. Est-ce que tu veux... J'ai pas vraiment compris.
Je disais tantôt, vous avez abordé la partie qualité nutritionnelle. Oui. Et il y a des aliments, je pense en Europe, il y a un terme désigné Nutri-Score pour pouvoir faciliter l'accès au fait à la population compte tenu de la qualité des différents aliments qui sont disponibles sur les marchés. Oui, oui. Je disais tantôt, est-ce que vous pouvez aborder ce point? Bien, tu peux nous parler toi du point puisque tu l'as abordé. Bon, je n'ai pas trop d'idées sur ça, mais quand vous avez abordé la qualité nutritionnelle, ça m'est arrivé en tête. D'accord. Parce que, en fait, je vais lire sur ça, ça fait un moment. Mais le Nutri-Score, je pense que c'est démarquage soit A, B, C jusqu'à D et sur le produit alimentaire en fonction, en fait, en grande partie, je pense que ça dépend des calories, si le produit n'est pas trop calorique aussi, et s'il contient, voilà, les vitamines nécessaires. En plus, j'aurais du mal à m'avancer dessus parce que je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de réglementé ou si ce sont les associations qui réclament. Parce que, à ma connaissance, ayant parcouru une grande partie de l'étiquetage ici, je n'ai pas vu un peu qu'on doit mentionner sur les produits, voilà, les Nutri-Score, tu vois. Peut-être même que c'est les produits qui ont un très bon Nutri-Score qui essaient d'afficher pour se vendre encore. Mais c'est ça le principe. Ils donnent du code des A, B, C jusqu'à D pour encourager les consommateurs sur l'aspect nutritionnel. Est-ce que le produit, voilà, est de bonne qualité du point de vue nutritionnel ou pas? Donc, c'est dans ce sens. Et je dois m'assurer aussi vraiment sur la question parce que je ne sais pas si c'est le A qui est de bonne qualité. Je pense que c'est le A, mais ça fait longtemps que je l'ai. Donc, c'est pourquoi je te vais demander de donner si tu savais exactement sur la question. Très bien. Il y a d'autres questions? En tout cas, peut-être conseil personnel. Au niveau de la nutrition, c'est quelque chose qu'on abordera aussi quand même la semaine prochaine. Donc, l'aspect question, conseil, j'en parlerai. Mais le principe fondamental au niveau de la nutrition, c'est de manger plusieurs aliments. Il ne faut pas manger la même chose tous les jours. Si tu es un Sénégalais, voilà, j'aime beaucoup les Sénégalais, il ne faut pas manger chaque jour le riz ou tchèque. Il faut changer et mélanger. Donc, comme ça, tu es sûr d'avoir plusieurs apports. Et même manger du poisson, c'est peut-être pas fréquent, mais c'est recommandé de manger peut-être 2 fois du poisson en semaine. Donc, c'est un peu assuré comme ça, un mélange des points de vue nutritionnels. Comme ça, même si un aliment n'est pas de bonne qualité, tu ne vas pas te baser plus sur ce aliment. Mais on abordera quand même un peu plus en détail sur le côté sécurité nutritionnelle. Je trouve que ce cours sera plus adapté à tout le monde et qu'on soit là pour apprendre à investir dans l'agroalimentaire ou à travailler ou pas, ce serait un cours où on pourrait tous appliquer sur cet aspect, de notre aspect. Donc, s'il n'y a pas de questions pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Des questions s'il y en a. Sinon, on va se dire au revoir et merci. Ok, merci pour le partage. Bonne soirée à tous. Merci, merci. En tout cas, excellente soirée. On se voit le vendredi pour le dernier cours. Est-ce qu'il y a une question? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah, d'accord. Au revoir.